Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames, messieurs les représentantes, les représentants des directions générales, chers collègues, merci à vous d'être venus aujourd'hui. Et je sais que les contraintes liées à des événements qui ne facilitent pas les transports ont pu quelquefois rendre le déplacement un peu compliqué, et c'est comme cela qu'un certain nombre de collègues ont déclaré forfait au dernier moment parce qu'ils sont bloqués, alors certains en Tunisie, d'autres à Toulouse. Mais je vois que la Polynésie est là, en revanche, qui n'était pas le lieu le plus proche. Donc, très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième édition du Printemps de la recherche en SP 2016. Édition qui tombe en phase aujourd'hui, le 21 mars, avec le printemps, donc c'est de bon augure. De bon augure aussi parce que l'activité que nous avons essayé de lancer, et je pense que c'est au-delà d'essayer, elle est lancée, se traduit par des concrétisations. Alors on en reparlera après, Jacques Genestier lancera le diaporama à ce moment-là, mais ça se traduit par déjà une première structuration sous la forme d'actes qui sont publiés en ligne pour le printemps 2015. Donc nous avons déjà un florilège de communication sur des axes, sur les 6 axes qui étaient proposés l'an dernier, qui sont un premier brouillon, et j'emploie ce terme modeste, brouillon, mais ou esquisse, qui est plus valorisant et plus conforme à la qualité de ce qui est proposé. Esquisse de la préfiguration de la structuration de cette recherche. Donc je m'arrêterai là pour laisser la parole à Jacques Genestier, qui justement, très doctement, va pouvoir établir un état des lieux de ce que nous avons commencé à construire. Donc, peut-être au départ, quelques éléments de contexte. Alors, juste une petite phrase extraite d'un rapport, du rapport d'Antoine Prot en 2001, rapport qu'il avait remis à l'époque au ministre de l'Éducation et de la Recherche, sur le fait qu'il constatait que la recherche sur l'éducation et la formation apparaît particulièrement dispersée et peu coordonnée. Quand on regarde ces questions-là, on s'aperçoit que cette question de la recherche en éducation est un secteur peu structuré en France. Il y a souvent, ce que l'on trouve, c'est un grand nombre de recherches sur des thèmes qui peuvent apparaître identiques, mais on s'aperçoit que c'est peu ou pas coordonné, et qu'il y a peu de liens entre les unités de recherche qui s'intéressent à soit l'apprentissage comme processus individuel socialement finalisé, l'éducation comme processus social individuellement finalisé, et les interrelations entre éducation et apprentissage. Il y a également une faible visibilité des travaux conduits, avec souvent un faible impact social sur le système éducatif. Donc il y a derrière une très mauvaise organisation des transferts et des dispositifs de valorisation qui sont quasiment inexistants. Si on regarde ça, si on le replace un peu dans un contexte plus large, on est effectivement sur une organisation qui montre et qui marque un important retard français sur ces questions-là. Par exemple, une très faible présence dans les grands appels d'offres internationaux. Par exemple, il n'y a aucun projet dans le programme européen H2020 en éducation, sur le volet éducation, qui est piloté par la France. Et il y a une très faible participation française dans les projets qui sont retenus. Un déficit de structure de recherche en éducation qui est réellement manifeste en France. On s'aperçoit que de nombreux pays ont des organisations fortes de la recherche en éducation. La grande majorité des universités étrangères ont un secteur éducation qui organise les recherches. Alors j'ai pris un exemple que je connais un petit peu, puisqu'on a pas mal de relations, nous, avec eux. Mais la faculté d'éducation de l'Université du Wisconsin, alors ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une université publique qui forme des enseignants pour un système public d'éducation au Wisconsin. Donc, qui pourrait se rapprocher un petit peu, à certains égards, du système français, qui accueille 3000 étudiants dans sa faculté d'éducation, ça représente 8% des étudiants de l'université du Wisconsin, et a un très important secteur de recherche en éducation qui est organisé en 5 centres, ce qui pourrait s'apparenter à des fédérations de recherche en France, à des formes de fédérations de recherche, et une vingtaine de laboratoires qui contribue ainsi à développer et faire avancer les questions de recherche en éducation.
Au passage, l'université du Wisconsin est dans le classement de Shanghai classée 25e. Si on regarde sur la comparaison qui est faite, vous savez, les Américains aiment bien ça, c'est la première université publique en termes de recherche, en termes d'éducation. Et donc je pense que là, il y a peut-être aussi à réfléchir et à regarder dans ce sens-là. Alors, si on regarde un peu ce qui est en jeu, c'est bien sûr les liens entre recherche et formation des enseignants. En clair, comment on organise ces allers-retours entre l'académie, entre les académies qui ont en charge les écoles, les collèges et les lycées, et l'université qui dispose d'un grand nombre pour certaines, un grand nombre d'unités de recherche, dont beaucoup sont très engagés dans des questions qui tournent autour de l'apprentissage et de l'éducation, avec aussi un terrain qui est assez favorable, puisque beaucoup d'universités sont en train de repenser complètement leur système de formation, leur approche pédagogique, l'approche de l'évaluation, les organisations à mettre en place, avec les difficultés qu'on connaît, mais quand même, là, il y a beaucoup de discussions actuellement un peu partout dans toutes les universités sur ces questions, alors probablement à des niveaux différents. Et dans cette perspective-là, la création des SP et des projets d'SP correspond réellement à essayer d'organiser ce lien-là entre ce que l'on pourrait décrire assez simplement terrain, formation, recherche, c'est-à-dire arriver à structurer, comme le disait Antoine Pro en 2001, un espace de recherche fondamentale socialisé par les besoins de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de cette articulation et c'est un des éléments, me semble-t-il, très importants pour essayer de penser. On peut très bien imaginer ce schéma en enlevant n'importe lequel des cercles qui sont des trois cercles qui sont au-dessus. Bien évidemment, on n'obtient pas du tout le même paysage. On peut imaginer effectivement, et ça avait été envisagé très sérieusement à l'époque lors des discussions en 2012-2013 sur l'organisation de la formation des enseignants. Certains imaginaient bien une formation des enseignants dans des écoles professionnelles qui seraient rattachées directement à l'académie, avec l'université qui serait plus éloignée, d'autres, et c'était le cas de ce qui s'est passé après les intégrations des IUFM en 2007 et avec la mastérisation. Imaginez bien une formation sans secteur de l'éducation dans l'université, c'est-à-dire une relation directe académie-université. Bon, je crois que là, on est revenu à des choses qui me semblent beaucoup plus importantes, qui est qu'effectivement, si je fais référence à ce que je viens de dire sur le paysage international, un enjeu très très fort à penser l'organisation des universités, non pas comme un leitmotiv, mais comme réellement une construction concrète des universités qui se saisissent et qui prennent en charge ces questions d'éducation et d'apprentissage pour aider à penser la formation initiale et continue des enseignants. On voit bien que là, l'enjeu est assez important. Ça fait maintenant, à peu près, à quelques jours près, 2 ans que le réseau national des SP a été mis en place. C'était un des piliers et un des axes sur lesquels on a beaucoup travaillé et sur lesquels on pense qu'il y a réellement un enjeu très très fort pour l'avenir. Si on regarde essayer de structurer la recherche en éducation au niveau régional, dans de nombreux endroits, il y a eu un développement très fort d'organisation de recherche, par exemple avec la mise en place de structures fédératives de recherche ou de groupements d'intérêts scientifiques. C'est le cas à Aix-Marseille, en Bretagne, en Corse, en Franche-Comté, en Lorraine, en Midi-Pyrénées, à Nice, Lyon. On voit bien que là, il y a un travail qui a été fait pour les mettre en place effectivement. Elles existent, alors elles existent à des degrés de développement divers. Il y a un travail qui est fait aussi à Rouen et à Strasbourg pour arriver à développer ça. Ça s'appuie aussi sur un développement d'unités de recherche en éducation. Et là, il y a
un enjeu très très fort à penser cette question-là, non pas simplement par rapport à des entités de recherche qui seraient limitées et réduites au seul champ des SP et à des unités qui seraient rattachées aux seuls SP, mais essayer d'arriver à fédérer, à amener toutes les unités de recherche qui s'intéressent à ça. Par exemple, si je prends l'exemple que je connais le mieux, à Aix-Marseille, lorsque nous avions lancé le projet de fédération de recherche, c'était avant la création des SP, puisque c'était pour la contractualisation, elle a été mise en place en janvier 2012. Nous étions partis avec 8 laboratoires, 8 unités de recherche de l'université, et pour le dire assez franchement, plutôt avec un groupe de personnes dans 8 laboratoires qui pensaient qu'ils avaient quelque chose à faire ensemble et à se dire, qu'à réellement un engagement de 8 laboratoires. Aujourd'hui, on en est à 16 laboratoires et c'est réellement les laboratoires qui sont engagés. Alors, dans cette perspective-là, on voit bien qu'il y a de très gros enjeux. Je vais laisser la parole à Marie-Claude parce que c'est aussi une préoccupation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et elle va nous en dire quelques mots. Merci Jacques et merci Brigitte. J'avais prévu de contextualiser, mais Jacques, tu viens complètement de le faire, donc vraiment en 2 mots très brefs, effectivement, un certain nombre de signaux d'alerte du décrochage, de l'échec scolaire, une baisse dans les enquêtes internationales de notre école, et surtout le sentiment qu'il n'y a pas de lien suffisant entre la recherche et la pratique de classe, qu'il y a une coupure là qui apparaît assez nettement. Donc un pari qui a été fait par le gouvernement, vous le savez, qui a été de dire qu'il faut reformer les enseignants et surtout dans une formation renouvelée, universitarisée, fortement adossée à la recherche. Et donc, depuis la création des SP en septembre 2013, donc c'est quand même très récent, il y a un gros travail de fait, Jacques vient d'en parler, par les SP elles-mêmes, pour que la structuration de la recherche soit plus conséquente et mais ce qu'il faut d'abord que nous fassions, avant même que nous arrivions ensuite à travailler sur le lien avec les pratiques de classe, c'est déjà que nous ayons une photographie suffisamment claire pour notre pays de l'état de cette recherche en éducation. Or, elle est, vous le savez, éparpillée entre des composantes différentes, entre des laboratoires différents, entre des sections CNU différentes. Et du coup, nous n'avons pas à ce jour d'images qui nous permettent d'avoir une vision globale de cette recherche. Alors, des tas de choses ont été faites, beaucoup d'initiatives ont déjà été prises. Vous avez entendu celles qui ont été faites ou sont encore en cours dans la mouvance de la création des SP. Il y en a d'autres. Il y a une convention du ministère avec l'Institut français d'éducation et il y a un annuaire lancé à l'initiative de l'IFE qui cherche à rassembler les chercheurs et les jeunes chercheurs qui, indépendamment de leur appartenance disciplinaire, travaillent sur des questions d'éducation et de formation. Il s'appelle EduOps. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup de regarder, voire de s'inscrire. Il y a 631 inscrits à ce jour. Il y a eu la création d'une alliance, l'alliance Athéna, pour développer plus largement que la recherche en éducation, l'ensemble des recherches en sciences humaines, il y a quelques années. Et cette alliance Athéna s'est donnée comme projet, entre autres, de réaliser une cartographie précise des recherches en sciences humaines. Et elle a créé, en 2014, un observatoire SHS Ops, sur le constat suivant que je vous lis. Caractérisée par la très grande diversité des disciplines et des structures, la recherche en SHS ne disposait que d'états des lieux parcellaires. Le nombre d'établissements impliqués, de spécialités, de sous-spécialités, combiné au manque de consensus autour des indicateurs et à l'absence de dispositifs partagés de veille, avait pour conséquence d'affaiblir l'appréciation de l'évolution générale du secteur et de l'activité de ces 900 laboratoires, ainsi que la reconnaissance de la contribution des SHS à la recherche.
À l'heure où les défis de société structurent les appels à projets en Europe comme en France, et Jacques en a parlé, il était indispensable de renforcer les dispositifs d'analyse, offrant une meilleure appréciation de l'évolution générale du secteur et de la contribution des laboratoires de recherche. Donc vous voyez que ce constat sur la recherche en éducation s'insère plus largement dans un constat plus global sur les sciences humaines, mais avec en même temps une volonté politique peut-être inédite de faire exister ces sciences humaines et de faire exister cette recherche en éducation. Donc l'Observatoire des SHS, vous avez un lien qu'on pourra redonner, qui est www.observatoire.shs.org, dans lequel peuvent s'inscrire des laboratoires. Cette fois-ci, l'image, elle n'est pas du côté des chercheurs individuels, mais plutôt des laboratoires, des axes thématiques de recherche, avec l'idée que peu à peu, on va couvrir un certain nombre de travaux. Une des limites que nous voyons à cela pour les recherches en éducation, c'est que ça ne couvre que les sciences humaines et sociales. Or, les recherches en éducation, elles débordent, vous le savez, le champ des SHS. Parmi les éléments dont nous disposons aussi, les recensements qui ont été faits par le réseau des SP lui-même et qui nous ont été transmis, l'enquête des 3 directions du ministère, la deuxième enquête cette année auprès du réseau des SP avec une question qui est la question 15 sur la structuration de la recherche et des thématiques. Bref, toute une série de données qu'il faut arriver à collecter et à faire dialoguer ensemble. Et une enquête nationale qui a été lancée depuis le 10 mars, qui est un élément supplémentaire et on espère un peu décisif pour ensuite faire travailler ensemble tous les acteurs, tous les partenaires. Enquête nationale lancée par la directrice générale de la DGCIP le 10 mars, auprès de l'ensemble des présidents des communes, de l'ensemble des présidents des universités et des directeurs d'établissements. J'espère que vous l'avez tous vu passer. Et cette enquête, elle s'adresse via les présidents d'université, donc on choisit un autre mode d'entrée en fait, à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, dont les recherches, et c'est comme ça que ça leur est présenté, portent tout ou partie sur des questions d'apprentissage et d'éducation. L'enquête, je vais vous la présenter dans un instant, mais elle nous a semblé nécessaire pour essayer de croiser encore plus les données dont nous pouvons disposer. Et elle apparaissait aussi nécessaire dans le cadre de la création des instituts, du premier institut Carnot d'éducation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est cette fois-ci un institut qui cherche vraiment à lier davantage recherche et terrain, mais en même temps qui a besoin, et on va essayer d'essaimer ces instituts sur l'ensemble du territoire, qui a besoin d'avoir une photographie claire de la situation de la recherche. Quelques mots, si vous voulez, de la méthodologie qui a été retenue pour mettre en place cette enquête. D'abord, elle s'est inspirée de l'enquête menée à Aix-Marseille, qui nous a été sous l'impulsion de Jacques Ginestier et qui l'a fort aimablement mise à notre disposition. Alors, on l'a un peu travaillé parce qu'on n'était pas dans le même cadre. Ensuite, il y a une première phase de réglage avec une enquête pilote sur l'université de Rouen et qui est l'université à laquelle j'appartiens. Et ensuite, mise en place de l'enquête définitive avec formulaire en ligne. Le questionnaire d'enquête, si vous l'avez vu, vous avez vu qu'il était bref. Il s'est raccourci d'ailleurs depuis l'enquête pilote, avec toute une série de questions rapides autour des données personnelles des chercheurs, de façon à ce qu'on puisse éventuellement les recontacter, leurs composantes de rattachement, etc. Et ensuite, quelques questions assez brèves. Les thèmes de recherche dans le champ de l'apprentissage et de l'éducation, les publications, mais on a limité à 1 à 3 publications dans les 5 dernières années. L'objectif n'est pas du tout d'évaluer les chercheurs ici, mais simplement de faire surgir des mots-clés éventuellement. Alors, les mots-clés, justement, nous en demandons 5 au maximum, 3 complètement libres et 2 avec possibilité de cocher une liste. Cette liste, nous l'avons établie en reprenant celle de l'Institut français d'éducation EduOps, ce qui nous permet ensuite de croiser justement plus facilement les données avec EduOps. Une question sur les bases de données bibliographiques. Alors là, on a élargi depuis l'enquête Aix-Marseille et grâce à l'enquête pilote à Rouen, les bases de données bibliographiques pour voir un petit peu quelles étaient les habitudes éventuelles de notre communauté de chercheurs.
une question sur les thèses éventuellement dirigées, la section dans laquelle les doctorants sont qualifiés, et parfois la double section, et un commentaire libre éventuel. Ça n'est pas une enquête très longue, c'est volontaire. L'idée vraiment, c'est que on ait le maximum de réponses. Alors, au stade où on en est actuellement, elle a commencé le 10 mars. En gros, elle va durer 1 mois, donc elle va s'arrêter le 10 avril. Il faut vraiment, si vous en êtes convaincu vous-même, essayer d'insister pour que les collègues répondent. Il y avait autour de 450 réponses ce matin. 2214 réponses partielles, c'est-à-dire personnes qui s'étaient mises en plus, mais qui n'avaient pas finalisé. Donc on espère bien sûr qu'ils vont finaliser. Si on prend simplement le nombre des enseignants-chercheurs en SP, je crois qu'on est autour de 900 d'après votre enquête et 650 publiants, donc on devrait avoir plus de monde. Et j'insiste vraiment sur les enjeux très importants, parce que, bien entendu, ça ne sera pas le seul élément qui permettra de donner une photographie, mais il sera un élément un peu décisif pour essayer de dire que cette recherche existe, de montrer où elle existe, de montrer aussi les besoins en RH, si nécessaire, dans les SP. Donc, il y a des enjeux très importants. Un mot peut-être, pour terminer, sur le traitement des données que nous allons récolter, j'espère, en grande quantité. Alors, oui, juste pour vous dire sur l'accompagnement de cette enquête, nous sensibilisons au maximum l'ensemble des réseaux possibles, la CPU, la CFVU, les VP Recherche, le réseau des SP, bien entendu, la CDUL, la CDUS, bientôt, les maisons des sciences, toute une série d'associations que nous contactons pour qu'ils essayent eux-mêmes de contacter leurs adhérents. Alors, les données, j'ai un mot à vous dire qui peut être intéressant en ce début de colloque. Les données, on a 2 types de données. On va avoir des données quantitatives avec les questions fermées, sur les données personnelles, sur les mots-clés fermés. Ça ira très vite et ça nous donnera une première photographie importante. Puis, il y a aussi des données qualitatives, puisqu'il y a des moments de questions ouvertes sur les mots-clés qui sont ouverts, surtout la question sur les thématiques et aussi sur les thèses que les directeurs de thèse annoncent. Ce qui va être important parce qu'on pourra accéder au résumé de ces thèses, ce qui peut nous donner du texte, en fait. Donc, il va falloir faire des analyses de ces discours qui sont recueillis. À l'échelle de Rouen, les analyses le corpus est trop réduit pour qu'on puisse faire des analyses de discours pertinentes. Sur une masse de données importante, je pense que nous pourrons arriver à des analyses qui seront des analyses de contenu, des analyses thématiques, voire des analyses de discours, comme on peut en trouver sur, par exemple, les résumés des propositions pour un colloque. Il y a des sociologues qui ont proposé des analyses là-dessus, donc qui pourront nous intéresser. Nous allons bien entendu travailler au ministère sur ces questions-là avec mon collègue Claude Fabre, qui est comme moi chargé de mission à la DGCIP sur ces questions de recherche en éducation, en lien avec les autres chargés de mission du ministère, avec toute l'équipe aussi du département des masters et doctorats. Mais cette analyse, elle pourrait être faite au moins aussi par la communauté des chercheurs concernés eux-mêmes. Il y a des compétences évidentes de ce côté-là. Je parle là sous la gouverne du directeur des départements, Laurent Régnier. Je crois que nous pourrions mettre à profit ces 2 jours dans les échanges formels et plus informels que nous pourrons avoir pour faire mûrir cette piste d'une collaboration avec telle ou telle équipe ou une équipe qui se constituerait pour analyser en fait les données que nous recueillerions et mettre en synergie les partenaires. Je vous remercie. Pardon, j'ai une petite chose à dire, Jacques, excuse-moi, juste pour vous dire un tout petit peu l'importance quand même des réponses, le relativement faible nombre de réponses ici. On a des académies dans lesquelles on n'a aucune réponse.
Alors, je vais les lister, pas du tout pour vous dire que c'est mal, mais juste pour vous dire que sans doute il y a des... Alors, je vous donne quelques noms d'académies dans lesquelles nous n'avons pas du tout de réponse. Peut-être que les gens ne sont pas convaincus ou c'est pas passé, je ne sais pas. Clermont-Ferrand, Côte d'Opale, Évry, académie ou université. Grenoble 3, La Rochelle, Marne-la-Vallée, Nîmes, Nouvelle-Calédonie, Paris 1, Paris 2, Paris 11, Paris-Dauphine, Perpignan, Polynésie, Rennes 1, Toulon, Toulouse 1, Compiègne, Valenciennes, Versailles. Là, on n'a pas encore une réponse. C'est bon signe d'instance, c'est qu'on peut les avoir, mais en même temps, je voulais vous le signaler. Merci beaucoup. Il y a là les noms. Merci Marie-Claude pour cette présentation. Effectivement, on est bien dans cette perspective-là d'essayer de réfléchir à comment on décloisonne des territoires pour construire des politiques scientifiques de recherche en éducation. On est rentré dans pas mal de discussions, notamment sur l'affichage des politiques scientifiques des universités à l'occasion des renouvellements et des renégociations sur les contrats quinquennaux des universités. Et je pense que ça, c'est aussi un puissant levier. Là, je vois Laurent qui hoche la tête quand je parle, parce que je pense que là, qu'il y a réellement un enjeu très, très fort à ce que les universités s'emparent de cette question. C'est, par exemple, le cas à Aix-Marseille, où dans la politique scientifique de l'université d'Aix-Marseille est affiché un domaine transverse, apprentissage et éducation, qui fait partie intégrante maintenant de la politique scientifique de l'université. Alors, je crois que c'est sur ce genre d'exemple-là qu'il faut tirer les choses de façon à arriver à ce décloisonnement. C'est clairement aussi une ambition, quand on regarde dans le paysage international, de favoriser l'excellence scientifique. D'une part, en renforçant le niveau de publication scientifique, on s'aperçoit, si on regarde un peu la littérature étrangère, qu'il y a certains champs de recherche en éducation qui ne sont pas connus en dehors des petits villages français gaulois. Et il y a réellement un enjeu à faire connaître et se faire connaître aussi, parce que d'abord, il y a des tas de choses intéressantes qui sont faites en France et que c'est un peu dommage, par exemple, que chaque fois, certains, par réflexe, vont regarder ce qui se fait au Québec ou en Belgique ou à Lausanne ou à Genève, alors qu'il y a des équipes en France qui font des choses tout aussi intéressantes, si ce n'est plus. Donc ça fait partie aussi des éléments. Je pense aussi qu'il y a réellement un enjeu à ce que, en termes de recherche en éducation, on développe les partenariats internationaux. Alors il y a des dynamiques assez importantes, mais je pense que là, il faut le faire. Il faut réellement rentrer dans des partenariats stratégiques. Je parlais par exemple, on voit bien que sur les grands appels d'offres internationaux, on ne constitue pas un réseau au moment de répondre à l'appel d'offres. C'est pas au moment où on réalise, où on est en train de rédiger l'appel à projet que on va contacter des gens en disant tiens, on est en train de répondre à ça, est-ce que ça vous intéresse? Que pour arriver à avoir des dossiers qui ont des chances d'être retenus, il faut une collaboration qui est solide et qui est existante, et ça ne s'improvise pas. Après, il y a un vrai enjeu, et je crois que là, c'est un des points aussi de discussion avec le ministère, notamment pour les SP, c'est l'amélioration du ratio enseignants-chercheurs-enseignants. Actuellement, si on regarde un état, c'était une étude que nous avions faite par le réseau, l'ensemble des formateurs affectés à des SP en France représente à peu près 5% de professeurs d'université, 27% de maîtres de conférences et 68% d'autres formateurs, c'est-à-dire essentiellement des enseignants du second degré ou du premier degré. Pour mémoire, dans des formations très professionnalisées comme peuvent l'être les IUT ou les écoles d'ingénieurs, le ratio est à peu près strictement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des proportions de 70 à 80% d'enseignants-chercheurs et de 20 à 30% d'autres formateurs. Il est évident et clair que sur cette question-là, modifier ce rapport-là, ce ratio-là, ça suppose de réfléchir effectivement quel type d'enseignants-chercheurs on recrute. Sur quel profil, et notamment sur quel profil recherche. Alors je crois que là, il y a réellement un axe
important. Il ne s'agit pas, et ça a été dit souvent, je vais le redire, c'est la recherche en éducation ne se limite pas à la recherche en sciences de l'éducation. La présentation de Marie-Claude le dit explicitement, c'est donc il faut savoir, quand on recrute un enseignant-chercheur, comment on définit son profil recherche, c'est-à-dire dans quel laboratoire il va aller faire de la recherche et pourquoi faire. On voit bien que dans l'histoire très récente des SP, c'est pas très significatif, mais dans l'histoire des IUFM, beaucoup d'enseignants-chercheurs ont été recrutés sur des profils recherche qui n'avaient strictement rien à voir avec la recherche, voire pour des laboratoires qui considéraient que la recherche en éducation n'était pas leur tasse de thé. Donc il y a réellement un engagement fort et une politique forte à définir au niveau des universités pour que cet affichage-là et ces orientations-là soient respectées. Je dois avouer que avoir une fédération de recherche avec des laboratoires et avoir un axe, un domaine transverse, comme on peut l'avoir à Aix-Marseille, facilite les discussions sur ces orientations-là. C'est beaucoup plus facile de dire, voilà, on recrute dans ce cadre-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des liens entre tout ça et qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Si on regarde, Marie-Claude en a donné une petite partie, un peu à voir, mais je pense qu'il y a aussi un gros travail qui est fait pour structurer la recherche en éducation au niveau national. Et je voudrais réellement souligner cet aspect-là parce que en vieux routier de ces questions-là, puisque je faisais partie, par exemple, de l'équipe qui avait mis en place l'IUFM d'Aix-Marseille il y a déjà quelques années, je pense que c'est réellement la première fois où il y a une conjonction d'intérêt et de perspective. Alors, si on veut développer des programmes de recherche, vous savez, les anglo-saxons ont une formule assez simple, ils disent que si on veut des singes, il faut avoir les cacahuètes. Et donc, si on veut effectivement développer et structurer la recherche en éducation au niveau national, il faut développer des programmes de recherche, c'est-à-dire structurer et orienter la recherche en éducation par appel à projets de recherche. Alors, c'est ce qui commence à se faire, de soutenir les projets et les priorités par des financements. C'est par exemple l'appel à projet IFRAN. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur celui-là. Il a été lancé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, la seconde édition. Il y a eu, donc il va y avoir plusieurs vagues ouvertes. Il y a eu une première vague qui a été ouverte et dont les projets étaient à déposer le 5 février. Ont été reçus et déclarés recevables. Je nuance un peu, ils en ont reçu un peu plus que ça, mais recevables parce que ça supposait un certain nombre de conditions techniques. Donc il y a eu 62 projets envoyés et reçus Il y a eu une première expertise sur dossier qui a été faite et le comité d'évaluation de ces projets en a retenu 18 sur les 62. Ces projets avaient posé clairement et explicitement cette question-là, à savoir que pour être éligible, il fallait que les projets articulent ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire réellement une articulation entre des unités de recherche, la formation des enseignants à travers les SP et le terrain à travers l'académie. Alors il y a, de ce point de vue-là, je crois réellement une volonté, et on voit que d'une certaine manière, 62 projets déposés sur une première vague, juste au passage pour ceux qui ont essayé de le faire, des 62 qui ont essayé de le faire, c'était assez compliqué parce que l'appel d'offres a été publié début octobre, il y a eu quelques variations entre la proposition de départ et ce qui était attendu à l'arrivée, enfin, etc., etc. C'était des temps extrêmement brefs, mais quand même, 62 projets déposés, on voit que là, il y a réellement un intérêt. L'ANR, l'année dernière, avait ouvert un axe sur l'éducation qui n'a pas eu un très grand succès en termes de projets déposés, mais c'est quand même une première, et donc je pense que ça aussi, ça contribue à ça. Il y a eu aussi un appel à projet lancé par la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale sur le métier d'enseignant. Il y a eu pas mal de réponses, plus des projets qui ont été retenus.
Il y a actuellement en cours les projets qui sont initiés par la DGCIP sur la formation tout au long de la vie et sur la pédagogie universitaire. La DGESCO avait aussi commence aussi à ouvrir, par exemple, avec des appels à projets sur magistère. Voilà, je crois qu'on est dans cette direction-là qui est effectivement de soutenir le développement et la structuration de la recherche en éducation à travers ce genre de programme. C'est important parce que ça va dans ce sens-là. Il y a bien sûr l'enjeu très fort de favoriser l'émergence d'une diversité de recherche. Si je reprends ce que disait Antoine Pro dans son rapport de 2001, l'idée d'avoir cette articulation entre des recherches fondamentales qui permettent d'accroître la compréhension que l'on peut avoir des systèmes éducatifs et des acteurs. Et là, on a une grande diversité de champs de recherche qui sont invités et des recherches appliquées qui permettent de produire les technologies pour améliorer l'efficacité et l'efficience de notre système éducatif. Les deux ne sont pas exclusives, il n'y a pas de territoire particulier, il n'y a pas un qui a raison contre l'autre. On voit bien que les questions d'éducation sont des questions complexes et il serait complètement idiot de s'imaginer qu'un seul chercheur ou un seul laboratoire peut développer dans ses travaux un modèle compréhensif et applicatif de l'ensemble des questions qui sont posées par l'éducation. Je parlais en début de mon intervention de l'apprentissage de la lecture. Il suffit de regarder la diversité des champs qui sont convoqués pour discuter de cette question de l'apprentissage de la lecture pour s'apercevoir que c'est quelque chose d'important et de très complexe en même temps et que la structuration est très importante. Alors, bien évidemment, ça repose, tout ce que je viens de dire, sur une valorisation des dimensions interdisciplinaires. Donc l'enjeu, c'est de passer d'une conception de la recherche qui était jusqu'à présent plutôt multidisciplinaire à une approche plutôt pluridisciplinaire, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des disciplines qui travaillent chacun dans leur coin de manière isolée, avoir des équipes et des projets qui convoquent plusieurs disciplines et qui discutent de ce que chacune peut apporter dans la discussion et la diversité des points de vue qui permet de construire ça. Donc cette valorisation des complémentarités d'apport et d'approche. Et là, on est aussi face à un noyau très dur actuellement en France, qui est que dans l'état actuel des choses, les aspects interdisciplinaires sont très peu valorisés dans les carrières des enseignants-chercheurs. Par exemple, beaucoup de sections CNU ont un principe de qualification ou de valorisation des travaux de la recherche qui consiste à compter le nombre de publications que quelqu'un a dans son strict champ disciplinaire. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ceux qui se hasardent à sortir un peu de ce champ-là se voient refuser des qualifications. Je crois que là, il y a une vraie discussion à avoir avec le CNU parce que c'est un vrai souci. On ne peut pas avoir des collègues qui sont soumis à une injonction paradoxale qui consiste à leur dire « engagez-vous dans les recherches en éducation, engagez-vous-y sur des projets interdisciplinaires, vous allez avoir des financements, sauf que pour ce qui est de leurs propres bénéfices de carrière, c'est généralement contre-productif puisqu'ils ne se font pas qualifier par la suite et ils ne se font pas reconnaître leurs travaux. » Je crois que là, il y a vraiment un noyau dur, ça fait partie, je le dis ici parce que ça fait partie explicitement de quelques débats que nous avons avec le ministère, avec le CNU, mais je crois que c'est un point important. Ceci dit, ce caractère de valorisation des carrières dans des projets interdisciplinaires n'est pas spécifique à l'éducation. On a quelques exemples en sciences, par exemple, où il y a encore aussi ce genre de difficultés. Le deuxième volet, c'est la structuration du transfert des résultats des recherches en éducation. Donc, au niveau national, on voit bien que la diffusion qui est organisée à travers des réseaux nationaux comme Canopé, Magistère, je parlais de la formation tout au long de la vie, qui est en train de créer un ensemble de ressources pour la pédagogie universitaire et l'organisation
de ce transfert. Il y a aussi tout un travail qui est fait actuellement, Roger Fougère viendra nous en parler dans ce colloque, qui est sur la mise en place des instituts Carnot de l'éducation. Alors Carnot, c'est pour ceux qui connaissent, qui s'appelleront probablement Institut Condorcet de l'éducation. Qui sont typiquement des instituts qui sont chargés de ça, de faire le transfert, d'organiser le transfert entre des équipes de recherche qui produisent des résultats et, pour le cas, un domaine d'application de ces recherches dans l'éducation notamment, et donc à destination des enseignants, des communautés éducatives et de tout le secteur éducatif. Au niveau régional, on voit bien que il va falloir réfléchir à comment on met en place ces structures de transfert, les instituts Carnot de l'éducation, les maisons pour la science et la technologie. Il y a aussi une importante dynamique qui relève un peu de l'histoire des IUFM, assez portée par les IUFM, et qui était l'organisation de groupes de travail. Alors je l'ai appelé comme ça parce que ça prend des appellations différentes selon les langages et les dialectes locaux. Mais c'est cette idée de mettre ensemble dans un même groupe de travail des enseignants-chercheurs, des enseignants, des formateurs, de façon à ce que cette équipe-là puisse faire le lien dont on parlait très fort et construire ces liens. Et je crois que ça, c'est un des points importants parce que c'est ce qui permet, d'une part, de ne pas avoir une recherche hors sol, c'est-à-dire penser l'éducation mais sans jamais y aller, ou de n'avoir que de la recherche-action, c'est-à-dire élever la pratique enseignante au rang de modèle qui serait facilement généralisable et déployable partout. Donc je crois que là, il y a un vrai enjeu à maintenir ça. Probablement, pour les instituts Carnot, c'est une bonne entrée. Je sais que c'est quelque chose qui a été largement développé dans certaines maisons pour la science. Et je crois que là, il y a un gros travail. Ensuite, il y a un point qui est important et qui me semble assez généralisé, qui est d'arriver à développer les interactions entre les unités de recherche et les établissements scolaires. Moi, ce que je trouve assez frappant dans toutes les discussions que l'on peut avoir, c'est d'un côté, on a des établissements scolaires, des chefs d'établissement, des enseignants qui disent « mais nous, on aimerait bien travailler avec des chercheurs ». Et puis quand on discute avec des chercheurs dans des laboratoires, ils disent « mais nous, on aimerait bien travailler avec des établissements scolaires ». Et donc je pense que les projets d'ESP doivent porter cette idée-là de développer et de favoriser les interactions entre les unités de recherche et les établissements scolaires. Et également, alors là, c'est un niveau très variable selon les endroits, mais toutes les universités sont en train de réfléchir au développement de l'innovation pédagogique et des organisations d'évaluation à travers, par exemple, des centres d'innovation pédagogique et d'évaluation. Et je crois que là, c'était prévu dans le cahier des charges initial. C'est un point très, très important où il y a réellement un travail à faire de développement et de structuration avec les apports que chacun peut avoir. Un rendez-vous annuel, le deuxième, disions-nous, avec un comparatif que vous voyez s'afficher. L'an dernier, 80 propositions reçues, 48 communications retenues, un nombre important, sur les 32 SP, 25 SP ont concouru. Un élément fondamental dans ce tissu partenarial, ce sont des communications inter-SP. C'est à souligner, parce que c'est ce que nous promouvons, ces échanges, ce frottement des épistémologies. Et puis, comme nous le disions, une concrétisation par des actes en ligne. Comparatif avec 2016, cette deuxième édition, où là, vous voyez le nombre de propositions qui monte à 144, qui veut dire une réelle prise de connaissance de l'importance de cette manifestation pour aller vers la visibilité de ces recherches et leur structuration. 72 communications retenues, alors avec des frustrations évidemment, mais ça fait partie du jeu aussi, c'est-à-dire que nous avons vraiment procédé à une expertise en double aveugle,
et sans tenir compte d'équilibre. Contrairement à l'an dernier, où nous avions mis en évidence et en priorité un critère, chaque SP est représenté. Alors cela avait donné lieu à des controverses en disant oui, certes, mais finalement le nombre de propositions est proportionnel ou ne l'est pas. Enfin, ça introduisait des biais dans la sélection. Là, cette fois-ci, c'est ce qui explique sans doute le passage de 25 SP représentés à 22 SP représentés. Ça fait partie évidemment des effets, mais je pense que ça a été positif. Il me semble que là, on a pris conscience dans les retours de frustration qu'on a pu recueillir de collègues qui ont vu leur communication écartée. Quand on voit l'écart de 72 à 144, la proportion est assez visible immédiatement. Ça a été le fait d'être très, très rigoureux, à la fois dans la méthodologie adoptée, dans la présentation de cette méthodologie, de manière à passer ce message que ce printemps de la recherche a une ambition, une exigence, et que justement notre propos est de montrer la force, la robustesse de ces recherches en éducation. Il ne s'agit pas d'être un colloque de l'entre-soi où on va permettre à des personnes de publier à moindre frais d'engagement intellectuel et de temps. Ça n'est pas l'objectif, d'où cette sélectivité, alors qui est liée justement à 3 ateliers en parallèle et qui crée d'office un numerus clausus, mais en parallèle, l'exigence est là au rendez-vous et c'est important. C'est important aussi avec une idée d'accompagnement, c'est-à-dire que des collègues qui ont vu leur communication écartée cette fois-ci peuvent la représenter, mais pas la même l'an prochain, en tenant compte de ce que les experts, les relecteurs ont apporté comme commentaires critiques, et avec cette possibilité justement de soumettre une version qui sera améliorée et revue. D'une manière très très pratique, nous avons établi ensemble un certain nombre de critères assez nombreux pour qu'ils permettent de proposer une sélection qui soit vraiment fondée sur les critères de la recherche scientifique, avec une notation au final sur 10. Et la barre a été à 6,6. Voilà, donc les communications qui étaient en dessous n'ont pas trouvé place cette année. Et là, c'est une prise de conscience aussi qui est née, je pense, sur la nécessité de monter en rigueur à certains moments. Et le but est que tous ensemble, nous soyons fiers des résultats de la recherche que nous proposons. Et vous le verrez dans les ateliers auxquels vous allez participer, d'un côté ou de l'autre, en tant que communicant ou en tant que public, cette exigence de qualité est au rendez-vous. Communication inter-SP cette fois-ci aussi. Nous voyons aussi s'élargir le champ de la lisibilité. Au-delà des SP, des communications sont portées par des collègues de composantes. Ça aussi, c'est important. Et puis des collègues internationaux. Nous souhaitions aussi cette ouverture. C'est l'un des axes. Rester sur le territoire franco-français n'est pas satisfaisant. Il y a cette émulation qui est nécessaire et puis cette ouverture, notamment pour aller dans le sens que Jacques développait tout à l'heure, celui des appels d'offres élargis et internationaux. 4 symposiums. Nous avions invité à Symposia. On m'a dit que Symposia était un peu trop classique. La référence latine et son neutre pluriel pouvait déplaire. Bon, symposium ou Symposia, mais ils sont présents et ce sont des moments importants que ces rencontres. Dernière page ici qui renvoie à la mise en ligne des actes 2015. Donc vous avez juste la page d'accueil et on voit poindre le premier axe, mais il y en a 6. C'est une préfiguration, donc vous pouvez retrouver, vous les avez dans le document programme sur le site, l'ensemble de ces communications. Et pour passer à l'actualité, c'est-à-dire à maintenant, après avoir remercié, on indiquera comment s'organisent les ateliers. Alors, un grand merci, évidemment, aux membres du comité d'organisation, avec une focale particulière qui a été notée sur les SP de Rouen, Créteil, Lille, mais notamment Aix-Marseille, parce que son président est aussi très dynamique.
à la cellule administrative du réseau, Sandra Vier, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles, et nous sommes de tout cœur avec elle parce qu'un accident au plus près d'elle l'a rendue indisponible aujourd'hui. Dorothée, qui a été vraiment une merveille d'efficacité, comme toujours, mais cette année encore plus. Son équipe, oui, les applaudissements seront bienvenus. Son équipe, voilà. Daniel Feller, Fiona, Isabelle, Frédéric Stein, qui est très très active sur le plan de l'accompagnement numérique pour produire en ligne dans des temps records tout cela, à l'ensemble des collègues, au masculin, au féminin, qui ont proposé une communication au public, à tous les participants. D'un point de vue des partenariats, l'AMGEN, évidemment, nous le voyons, qui nous accueille ici encore dans ces lieux particulièrement agréables sur tous les plans, bien situés, tout à fait confortables et avec des technologies tout à fait précieuses pour permettre les communications et pour permettre ensuite le recueil de ces données qui vont être diffusées après à l'ensemble d'entre vous. La MAIF et la CASDEN pour leur contribution, et puis leur engagement indéfectible à chaque fois que nous les sollicitons sont aussi importants. Et évidemment au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche, pour leur soutien, pour la qualité des relations qu'ils nous permettent d'entretenir avec eux, et puis pour tous leurs représentants, car je ne vais pas les nommer un par un, mais qui sont présents. Alors si quelques-uns, mais il ne faut pas que j'oublie quelqu'un, là, sinon c'est affreux. C'est Sarah Roux-Périnet, François Louveau, Marianne Thomy, Claude Fabre, Katia Séry-Lefebvre, Véronique, Corinne Bouteille, voilà, je savais que j'allais faire une bêtise, Corinne Bouteille, Laurent Régnier. J'arrive au bout et j'espère que si vous êtes spatialement regroupés, je n'ai oublié personne. Sinon, vous m'avez tendu un piège, j'espère que non.